un exemple de la famille B1. Voici quelques chiffres qui caractérisent ce scénario. La consommation d'énergie par habitant et par an monte à 2,4 tonnes d'équivalent pétrole en 2100 par habitant, ce qui représente un peu plus de 50% de plus qu'en 2000, ou encore de ce qu'on consomme un Portugais d'aujourd'hui. La consommation de ressources fossiles monte par an jusqu'à 12 milliards de tonnes d'équivalent pétrole en 2050, soit 30% de plus qu'aujourd'hui, avant de décroître, bien en dessous du niveau d'aujourd'hui, 30% de moins. Ce scénario conduit à une consommation cumulée de 155 milliards de tonnes d'équivalent de charbon, c'est-à-dire 20% des réserves prouvées, et 400 GTEP de pétrole, et 490 GTEP de gaz. Ces deux derniers chiffres sont en dessus des estimations des réserves ultimes d'aujourd'hui, mais la consommation cumulée de charbon est très en dessous des simples réserves prouvées. Ce scénario implique également 600 réacteurs nucléaires de 1400 MW chacun en 2100 et l'exploitation à des fins énergétiques de 25% de la surface des forêts, supposée la même qu'en 2000, avec une hypothèse de rendement net moyen de 3 tonnes d'équivalent pétrole par hectare de forêt exploitée. Avec ce scénario, la concentration atmosphérique en CO2 avoisine en 2100 450 ppm, soit 20% de plus que celle d'aujourd'hui en chiffres ronds. Enfin, la famille B2 correspond à un monde où la population mondiale atteint plus de 9 milliards d'individus en 2100 sans cesser de croître. L'économie devient de plus en plus locale, avec les problèmes économiques, sociaux et environnementaux constituant un point important des politiques publiques. Mais il n'y a pas d'initiative supplémentaire par rapport à aujourd'hui en matière climatique. La dispersion entre les revenus par tête est inférieure à celle de A2, mais supérieure à celle de A1. Les nouvelles technologies énergétiquement efficaces se développent de manière inégale et moins rapidement que dans B1 ou A1. Voici un exemple de scénario de la famille B2. La consommation d'énergie par habitant et par an monte jusqu'à 2,9 tonnes d'équivalent pétrole en 2100, moyenne mondiale, ce qui représente à peu près le double de 2000 et un peu moins que la consommation d'un Italien d'aujourd'hui. La consommation de ressources fossiles par an monte jusqu'à 18 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, en abrégé des GTEP, en 2050, soit 2,5 fois celle d'aujourd'hui, puis elle y reste, avec une contribution majeure du gaz. La consommation globale d'énergie monte jusqu'à 30 GTEP, un peu plus de 3 fois plus qu'aujourd'hui. Ce scénario conduit à une consommation cumulée de 570 GTEP de pétrole, la quasi-totalité des réserves prouvées, mais 20% des ressources ultimes, 410 GTEP de pétrole et 620 GTEP de gaz. Ces deux derniers chiffres sont en dessus des estimations des réserves ultimes d'aujourd'hui, surtout pour le gaz, mais la consommation cumulée des combustibles fossiles reste en dessous des seules réserves ultimes de charbon. Il faut aussi environ 2000 réacteurs nucléaires de 1400 MW chacun en 2100 et l'exploitation à des fins énergétiques de 45% de la surface des forêts, supposée la même qu'en 2000, avec une hypothèse de rendement moyen de 3 tonnes d'équivalent pétrole par hectare de forêt exploitée. Avec ce scénario, la concentration atmosphérique en CO2 en 2100 avoisine les 740 parties par million, soit 2 fois celle d'aujourd'hui en chiffres ronds. Bon, on va faire une petite synthèse. La première conclusion est qu'aucun de ces scénarios ne correspond à une planète où la lutte contre le changement climatique devient l'une des pierres angulaires de toute politique publique à travers le monde, et notamment dans les pays développés et plus particulièrement encore aux États-Unis. Il est aussi essentiel de noter qu'aucun d'entre eux n'inclut une rupture totale, c'est-à-dire un conflit nucléaire généralisé, une épidémie massive, etc., par nature imprévisible. Il s'agit donc d'exercices de prolongation tendancielle où les extrapolations ont été faites avec des facteurs plus ou moins importants. D'aucuns critiqueront cette manière de procéder, mais comme le futur est par nature hypothétique, il n'y a pas vraiment de mode opératoire de rechange. Le point essentiel ici est plus de savoir exactement ce qu'il y a dans la boîte que de se livrer à une longue discussion pour savoir si la boîte fait vraiment partie des objets les plus probables que nous devrions trouver sur notre chemin. Une deuxième conclusion est que beaucoup d'entre eux comportent des consommations cumulées de ressources fossiles,
pour le XXIe siècle qui sont nettement supérieurs aux réserves prouvées d'aujourd'hui. Mais par contre, rares sont les scénarios dont les consommations fossiles totales soient supérieures aux réserves ultimes de combustibles fossiles. Comme il ne peut pas être totalement exclu que l'on puisse exploiter les hydrates de méthane, par exemple, à l'avenir, ou de recourir à la gazification possible des veines profondes de charbon, il est donc difficile aujourd'hui d'en exclure beaucoup pour cette raison de non-compatibilité avec les données connues des réserves. Malgré leur nombre limité, ces scénarios aboutissent cependant à des évolutions déjà très différentes des émissions de gaz à effet de serre, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus. On voit sur ce graphique les émissions et les concentrations de gaz carbonique pour les divers scénarios de référence avec lesquels on alimente les modèles. Les scénarios de SO2, les dioxydes de soufre, qui sont des précurseurs d'aérosols qui refroidissent le climat, sont aussi représentés. Le scénario IS-92A est celui qui a été utilisé pour les rapports du GIEC plus anciens, en 1995 notamment. Entre le plus optimiste et le plus pessimiste des scénarios, on note un écart d'un facteur 5 pour les émissions de CO2, ce qui reflète les hypothèses très variables sur la croissance démographique, la consommation matérielle, qui gouverne la consommation énergétique et l'efficacité énergétique près, et les quantités disponibles de combustibles fossiles qui gouvernent le mixte énergétique, c'est-à-dire la proportion de chaque source dans le total. D'un facteur 2 entre les extrêmes pour les émissions de méthane et d'un facteur 1,5 pour les émissions de N2O, le moindre écart entre ces extrêmes que pour le CO2 reflète le fait que les émissions de ces gaz mineurs sont pour une part liées à la production agricole qui est considérée comme étant moins variable que la production industrielle à population donnée. D'un facteur 3 également pour les émissions de SO2 de 20 à 60 millions de tonnes de soufre par an qui sont des marqueurs de la pollution industrielle locale et constituent des refroidisseurs de climat. Notons que l'intégralité des scénarios présents table sur des émissions de SO2 en nette baisse par rapport au scénario IS-92A plus ancien. Cette révision à la baisse est assise sur l'hypothèse que la pollution locale est combattue surtout avec l'énergie, sans mauvais jeu de mots, et que le SO2, qui est un polluant local classique, ne sera pas émis autant que l'on le pensait il y a quelques années. C'est ce qu'on appelle en fait aux États-Unis le Clean Air Act, c'est-à-dire qui s'attaque aux pluies acides qui sont les composants du SO2. Comme une partie du CO2 a déjà été mise dans l'air avant 2000, la concentration en CO2 de 2100 ne varie pas, elle, d'un facteur 5, mais d'un facteur 2. Et si nous revenons au propos du début de la page, nous pouvons voir ce qui cela change à l'élévation de la température en 2100 si nous changeons de scénario d'émission. En effet, pour un même scénario d'émission, l'écart entre les extrêmes de température moyenne prédites en 2100, selon les divers modèles, n'est plus de 4,5 degrés, mais bien de 1 à 2 degrés, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous. Les prédictions de l'augmentation de la température moyenne de surface entre 1990 et 2100 selon les scénarios et les modèles. Pour un scénario donné, désigné par un sigle et matérialisé par une couleur, la dispersion des élévations de température prédites selon les modèles est matérialisée par la barre à droite de la couleur du scénario. Par exemple, le scénario A1B, en vert gras, engendre une élévation de température de 1,6 à 4,4 degrés selon les modèles, 2 degrés d'écart entre les extrêmes. Le scénario B2 en vert conduit à 1,2 à 3,8 degrés de plus selon les modèles, c'est-à-dire que pour ce scénario-là, l'imprécision des modèles engendrés est de 2 degrés d'écart sur la température atteinte, etc. Le corollaire de ce constat est bien entendu que nous sommes encore partiellement maîtres de notre destin. Tout raisonnement qui consisterait à penser foutu pour foutu, continuons comme maintenant, est donc invalide. Il est bien entendu encore en notre pouvoir de faire quelque chose pour le long terme, même si aucun effort ne sera visible instantanément. Nous sommes donc dans le même paradigme que le gros fumeur. Le lendemain du jour où il réduit sa consommation, tout risque n'est pas écarté pour autant. De même que de réduire un jour, puis repartir comme avant le lendemain ne sert pas à grand-chose. Ce n'est que l'effort soutenu qui infléchit les tendances à long terme et qui produira des résultats.